Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Ce sont les états généraux de l'alimentation. Ils pensent qu'ils peuvent sauver la crise agricole française. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors le sujet est un petit peu plus complexe que cela, effectivement. Là, ce sont les objectifs des États généraux d'alimentation, relancer la création de valeur et en assurer l'équitable répartition, et puis surtout permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les différentes productions agricoles sont liées les unes aux autres, qu'il existe un équilibre entre elles, et qu'à chaque fois qu'on agit sur une production, ça a des répercussions sur les autres productions. C'est un peu comme avec un mobile, quand on touche à un élément, tous les autres éléments bougent et l'équilibre d'origine est rompu. Alors tout d'abord, comment pourrait-on expliquer l'équilibre entre les différentes productions? On peut prendre comme image celle d'un corps humain. L'agronomie est une science aussi complexe que la médecine. Tous les organes du corps humain sont reliés entre eux. Quand le fonctionnement de l'un d'entre eux se dégrade, cela a des répercussions sur d'autres organes et ces actions peuvent se produire en cascade ou par effet domino. Le médecin et l'agronome connaissent ces interactions. Ils connaissent donc les actions à éviter qui dérégleraient tout. En cas de crise, ils savent également comment traiter le problème sans le déplacer ou l'amplifier. De plus, dans nos professions, mieux vaut, avec un bon diagnostic, repérer la cause des problèmes que de s'entêter à traiter les effets. Alors on parle d'équilibre entre les cultures, mais est-ce que parmi ces cultures, il n'y en aurait pas une qui serait prédominante, un peu comme une locomotive qui tire toutes les autres vers l'avant? Tout à fait, et cette culture, c'est le blé. Pourquoi? Le blé, c'est déjà, on peut dire, la culture par défaut. En France, près d'un agriculteur sur deux en cultive ou a d'autres céréales. Dans le sud de l'Aquitaine, où je suis agriculteur, là c'est le maïs qui est la culture par défaut. Les prix des différentes céréales sont corrélés entre eux, car elles ont un débouché commun qui est l'alimentation animale. Il y a donc une relation entre le prix du blé, celui de l'orge et celui du maïs. Les agriculteurs spécialisés en grande culture, qu'on appelle à tort les céréaliers, cultivent également une autre grande famille de production, les oléoprotéagineux. En France, nous retrouvons principalement le colza, le tournesol, les pois protéagineux, la févrole et la luzerne dont les surfaces ont beaucoup régressé à cause des importations de soja. Ces espèces ne représentent que 19% de la surface totale en grande culture au sein de l'Union européenne, contre au moins 40% chez nos concurrents. Notre PAC ne s'y est jamais sérieusement intéressée. Alors, comme elles sont un peu moins rentables que les céréales, nos agriculteurs ne les produisent que dans un but de rotation de culture pour avoir un assolement qui ne soit pas à 100% en céréales. Le cours des oléoprotéagineux a toujours été mondial et il nous faudrait un prix supérieur pour que nos agriculteurs puissent les cultiver à la hauteur des besoins du marché européen. Et si les céréales sont la locomotive, quelles sont donc les productions qui constituent les premiers wagons? Alors, les premiers wagons attelés derrière les céréales sont les légumes pour l'industrie. On le voit très bien parce que les prix des contrats de ces productions sont corrélés à ceux des céréales. Les légumes pour l'industrie, c'est par exemple le petit pois, le haricot vert, le maïs doux. Alors, l'industriel calcule des prix et propose aux agriculteurs pour que ceux-ci aient un intérêt à cultiver un légume à la place du blé. Les semenciers ont des pratiques identiques. Les contrats de semences sont alignés sur les prix des grandes cultures. Les autres grandes cultures, comme la pomme de terre, l'oignon, sont cultivées dans l'espoir d'avoir un revenu un peu supérieur à celui du blé. Il en va de même pour des productions spécialisées, spécifiques à chaque région, production de maraîchage, arboriculture, asperges, petits fruits rouges, que se passe-t-il pour ces productions si le prix du blé augmente? Alors quand le prix du blé devient rémunérateur, comme en 2012, les agriculteurs ont tendance à réduire un peu les surfaces qu'ils consacrent à des cultures plus exigeantes et plus contraignantes.
les volumes de production diminuant, les cours et la rémunération de l'agriculteur vont remonter grâce à ces productions spécialisées. Inversement, quand le prix des céréales est bas, de nombreux agriculteurs cherchent à augmenter leur surface dans les autres productions en se diversifiant pour compenser la chute de revenus. Ceci provoque une hausse de la production dans des marchés qui sont vite saturés et donc une baisse des prix. Là, je viens de vous démontrer qu'un prix bas des céréales tire à la baisse celui de toutes les autres productions végétales. Un lien entre ces productions végétales et les productions animales? Tout à fait, et justement c'est ce qu'on va maintenant expliquer. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le raisonnement en étudiant l'effet du prix des céréales sur les différentes productions animales. On pourrait se limiter à une analyse superficielle en se disant que comme l'élevage est un débouché pour les céréales, plus les céréales sont chères, plus les charges des éleveurs sont importantes, et donc que les intérêts des céréaliers et des éleveurs sont opposés. Ce raccourci, heureusement, il est faux. Les choses sont plus complexes que cela. De nombreux éleveurs produisent également des céréales. Quand le prix du blé baisse, un éleveur laitier est tenté de produire plus de lait. C'est le cas actuellement avec la suppression des quotas dans un contexte de prix des céréales très bas. Au niveau des viandes, il faut faire une différence entre celles qui sont produites majoritairement avec de l'herbe, comme la production de viande bovine par l'élevage allaitant, et les viandes qui sont produites avec des aliments composés ou concentrés, la volaille et les porcs. Pour nourrir un cochon ou un poulet, si on fait simple, il faut des céréales et du tourteau de soja. Ces aliments sont vendus sur le marché européen au cours mondial, donc à un prix inférieur au coût de production français. Sans aide, on ne peut pas produire en France à ces prix-là. Cela revient à dire que l'éleveur de porc ou de volaille bénéficie d'une subvention au travers de son aliment, même s'il ne la voit pas, et en plus, il n'en profite absolument pas car elle est répercutée par l'aval via le prix de vente de ses produits. Les prix du porc et du poulet sont très bas depuis de nombreuses années car beaucoup d'exploitations en production végétale ont monté un poulailler ou une porcherie pour tenter de compenser la baisse de revenus des cultures. Augmentation de la production et importation à bas prix ont fait chuter la rentabilité des élevages hors sol. L'éleveur de charolaise a, comme charge d'aliment, principalement le coût de production de son herbe. Certes, il achète un peu d'aliments concentrés et bénéficie de quelques DPU, mais globalement, son activité est moins subventionnée qu'en porc ou en volaille. Le prix du blé a été divisé par 3 en 30 ans en monnaie courante. Cela a progressivement donné un avantage comparatif aux viandes blanches par rapport aux viandes rouges. La consommation de viande de bœuf diminue régulièrement car les consommateurs, et surtout la restauration hors foyer, ont tendance à s'orienter vers les viandes les moins chères, comme le porc ou la dinde. Les éleveurs de bovins viande souffrent de cela, ils cherchent à changer de production. Si leurs terres le permettent, après avoir vendu leurs troupeaux, ils prennent leur tracteur, ils attellent une charrue, ils retournent leur prairie pour y semer quoi? Du blé. Alors pour résumer, quelles sont les conséquences de la baisse du prix du blé? Il y a 2 conséquences à la baisse du prix du blé. Quand le prix du blé baisse, nous l'avons vu, cela entraîne une baisse de le prix de toutes les autres productions agricoles, production végétale et production animale confondues. La deuxième conséquence, et la plus inattendue, quand le prix du blé baisse,
mais il y a une augmentation de la production de blé qui est induite. Le système, il est particulièrement pervers parce qu'au lieu de se réguler lui-même, il se détruit. Dans les autres secteurs de l'économie, comme l'industrie, quand les prix baissent à cause d'une surproduction, les industriels finissent par limiter la production pour que le marché s'assainisse, que les prix repartent à la hausse. C'est ce qu'on appelle la main invisible du marché. Et en agriculture, ce libre marché ne fonctionne pas pour de multiples raisons, dont une bien spécifique qui s'appelle le foncier, un facteur de production qui n'existe pas dans les autres secteurs de l'économie, facteur de production qui n'est pas délocalisable. Vous comprenez donc tout l'intérêt d'une bonne politique agricole pour éviter de tomber dans cette spirale infernale de destruction de l'agriculture et de ses paysans. Et si on revient à la question de départ, est-ce que les États généraux peuvent sauver l'agriculture? Alors, les États généraux de l'alimentation que nous venons de vivre ne pourront pas redresser l'agriculture française pour plusieurs raisons. Ils ne constituent pas une politique agricole. Ils sont limités à l'espace national alors qu'ils auraient dû avoir une portée européenne. Et, troisièmement, je dirais, si pour de nombreuses productions, ils ont émis le souhait que les coûts de production soient pris en compte dans la définition des prix d'achat des produits agricoles aux paysans, ce ne sera pas le cas pour les grains, céréales et oléoprotéagineux, avec une absence de préférence communautaire et donc des cours mondiaux qui s'imposent au sein de l'Union européenne. Vous avez compris, si nous ne faisons rien pour que les prix des céréales redeviennent rémunérateurs, les États généraux d'alimentation seront impuissants sur l'ensemble des productions agricoles. Alors, comment faire pour redresser l'agriculture? Revenons-en au diagnostic que nous avons réalisé au début de cette vidéo. Sans bon diagnostic, aucune bonne thérapie, que ce soit en médecine ou en agronomie. Il faut donc agir sur le prix des céréales pour guérir notre agriculture. Pour cela, quelles dispositions faut-il prendre? Nous produisons plus de céréales que nous en consommons au niveau européen. Par contre, nous produisons pas assez d'oléoprotéagineux. Donc, il faudrait réduire la surface qui est consacrée aux céréales et il faudrait avoir une politique souveraine qui nous permette de contrôler les importations aux frontières de l'Union européenne pour pouvoir développer ces cultures d'oléoprotéagineux. À partir de là, toutes les productions agricoles vont se rétablir et nous allons retrouver une agriculture en bonne santé qui permettra de maintenir de nombreux agriculteurs vivant dignement du fruit de leur travail. C'est ça en fait le véritable objectif des États généraux d'alimentation. Cette approche agronomique est la seule voie possible pour redresser l'agriculture européenne. Les idéologies, l'affairisme ou le lobbying, des firmes ou de l'agroalimentaire, les vieux pieux ou encore les beaux discours ne sont d'aucune efficacité. Bien au contraire, ils sont la source des malheurs de notre agriculture.